Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre du cours du jour, pour l'enveloppe partie 4, nous allons aborder les méthodes d'isolation et nous allons parler également de châssis de fenêtres et des techniques qui gravitent autour. Bonne lecture. Alors on va aujourd'hui donc aborder le principe des pertes par les parois et dans un premier temps voir les techniques d'isolation qui existent. Alors je vais peut-être vous étonner, mais il y a trois types d'isolation. La première, donc, ce sera vu par l'extérieur de l'enveloppe, où on va isoler et puis on va y faire certaines petites choses. La deuxième, c'est par l'intérieur. Et la troisième, c'est dans la structure même. Alors, en général, bon, on va voir qu'il y a une différence entre la nouvelle construction et la rénovation. Pour les rénovations, on préférera évidemment, et ce sera toujours mieux même pour une nouvelle construction d'ailleurs, d'isoler par l'extérieur pour des raisons d'inertie, on va voir plus tard ce que c'est. Mais dans la plupart des cas, effectivement, le plus simple, surtout d'un point de vue urbanistique, c'est d'isoler directement de la structure. Donc, par exemple, une injection dans la coulisse, c'est-à-dire l'espace entre la brique et le bloc, si on est en construction traditionnelle. On va voir tout ça. Alors, première chose, on va un petit peu voir la composition d'une paroi extérieure. C'est juste un petit aparté qui va vous permettre de voir que dans la paroi, qu'est-ce qu'on a? On a en premier la zone de finition extérieure. Donc on part de l'extérieur vers l'intérieur. La zone de finition qui sera une brique, un bardage bois, du crépi ou des éléments comme cela. Ensuite viendra la zone d'isolation, ok, dans laquelle on viendra mettre l'isolant dont on a besoin. Ensuite viendra la zone de structure qui peut être intégrée ou pas. Ouais, on peut éventuellement dans la structure intégrer de l'isolant ou pas. Ensuite, la zone d'équipement, c'est là-dedans qu'on va retrouver les câbles d'alimentation électrique pour la domotique, les câbles les adductions d'eau, hein, donc les amenées d'eau via les tuyauteries, éventuellement les décharges. Donc tout ça, c'est la partie équipement. Et enfin, la zone d'étanchéité à l'air, qui dans les maisons actuelles sont obligatoires, puisque l'idéal est de ne pas avoir de déperdition d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, il y a la finition intérieure qui sera votre plafonnage, votre peinture, enfin, tous les éléments de finition qu'on peut rencontrer éventuellement. Alors, on va commencer donc dans le cadre des isolations de voir ce qui se passe quand on isole par l'extérieur. Donc par l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que l'isolation thermique, eh bien, l'isolant sera donc placé côté froid, donc à l'extérieur, bizarrement pour une isolation par l'extérieur, et qu'en général, cet isolant pourra servir de finition, ce qui est très rare, en général on devrait appliquer quelque chose de complémentaire, et qui aura en plus cette fonction complémentaire, ce sera d'avoir un aspect esthétique plus décent que des baisses plaques d'isolant mauve ou jaune ou verte qui ont tendance à griser de toute façon avec le temps. Alors, si on regarde le principe de l'isolation par extérieur, dans le cadre d'une façade, ben, c'est côté extérieur. Dans le cadre d'un mur, dans un local non chauffé, c'est côté local non chauffé. Donc si vous avez une chaufferie par exemple qui fait pas partie de l'espace non chauffé, de l'espace chauffé, eh bien c'est là qu'on mettra, c'est de ce côté-là qu'on mettra l'isolant. Pour un plancher, ben, ce sera en dessous de l'isolant et pour la toiture, ce sera au-dessus de la toiture. Alors, quel type d'isolant? Ce seront des isolants dans tous les cas qui seront toujours autoportants dans le cadre d'une façade. Autoportants parce qu'il ne faut pas qu'ils s'affaissent avec le temps entre le mur et la finition, que ce soit ici bloc brique ou que ce soit bardage bois. Il ne faut pas que l'isolant se casse la gueule. Alors, l'isolant en lui-même, ici dans le cadre d'une isolation par l'extérieur, idéalement, c'est d'avoir la lame d'air, ventilée ou non ventilée, mais en tout cas, dans tous les cas, euh, il faut une lame d'air. Ensuite, on a quel type d'isolant pour une isolation dans la structure portante, donc façade mur. Là, en fait, ce sont des éléments portants dans lesquels on vient mettre notre isolant, qui est rigide ou semi-rigide, et qui sera de nouveau recouvert par une finition ici
bardage bois, et c'est effectivement un cas qui est assez fréquemment rencontré. Dans le cadre d'une autre façade, avec un enduit par exemple, ici qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un isolant qui sera évidemment imputrescible, parce que si vous n'avez pas votre couche d'air qui protège votre isolant, hein, qui sépare l'isolant de l'extérieur, le problème c'est qu'avec les pluies battantes, l'eau va s'infiltrer. Alors si elle s'infiltre dans la brique et puis vous avez un espace vide, on s'en fout, hein, l'isolant ne sera pas touché par l'humidité. Par contre ici, dans l'exemple, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre système d'accroche, votre renfort et puis votre crépi, et puis éventuellement peut-être une peinture. Le problème c'est que tout ça n'est pas étanche, tout ce complexe-là n'est pas étanche. Si la partie qui est derrière n'est pas étanche à l'eau totalement, avec le temps, elle pourrait évidemment pourrir. Dans le cadre du plancher, on a vu que l'isolation se faisait par le bas. De nouveau ici, on est en dessous d'une dalle pour lequel il y aurait par exemple soit une cave qui serait donc chauffée ou un vide ventilé. Et donc vous allez avoir votre système d'éléments de nouveau semi-rigides. Ici on symbolise ça ici par une laine ou une laine compressée, avec, ou un polyuréthane, hein, on fait ce qu'on veut évidemment. On met les panneaux isolants, on les fixe avec les petites fixations dont j'ai parlé l'autre fois. Et on a donc une partie non isolée, la partie structure portante sera donc isolée par l'extérieur. On remet en général, si on a une shop, on remet en général un petit isolant. Dans le meilleur des cas, dans le cadre d'une rénovation, suivant les épaisseurs disponibles, on fera ce qu'on peut évidemment. Alors, dans le cadre d'un plancher où là il n'y a pas de vide ventilé, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des éléments de stabilisation. Donc ici un concassé plus épais, puis un concassé plus fin, qui sera bien damé par une grosse machine. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve? Un isolant dit isolant bas, puis isolant intermédiaire. Ce sont des isolants qui, évidemment, doivent très très bien résister à la compression. Ensuite, on met un élément d'étanchéité à l'eau, si on n'a pas, si l'isolant ne l'est pas tout à fait. Puis, on met notre dalle de béton dite radiée. Donc, un radier, c'est une dalle de béton épaisse, autoportante, qui va sur toute la surface de la maison, contrairement aux fondations qui, elles, sont en général plutôt en ceinture. Ensuite, on a un isolant de toiture. Alors, deux types de nouveau. Soit on a une dalle plate, une dalle horizontale, plus ou moins horizontale, avec par-dessus quoi? Un système de pare-vapeur, hein, pour éviter les problèmes toujours d'infiltration d'eau. Puis, idéalement, notre isolant. Puis, les écrans de finition qui peuvent être à bitume, en général par deux couches, ou à bitume et puis alors un système de dalles à plat, ou éventuellement une toiture végétalisée. Donc là, vous avez évidemment le choix. Mais là, donc on a toujours la structure portante qui est en dessous d'isolant dans le cadre d'une isolation par l'extérieur pour une toiture. Et alors, pour ce qui concerne la toiture en pente, là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, depuis l'intérieur vers l'extérieur, un système de pare-vapeur, la structure portante, hein, donc les pannes et puis l'échevronnage. Puis vous allez avoir l'attache contre l'attache éventuellement, idéalement. Mais entre les deux, on vient glisser l'isolant. Et là, évidemment, rigide. On en revient à ce que je vous ai déjà expliqué concernant l'application du sarking. Ensuite, l'autre solution pour isoler, si on est dans un espace, dans un grenier non chauffé, à ce moment-là, sur la structure de grenier, on va retrouver une laine qu'on va dérouler, qui sera une laine ou un produit qui, lui, par contre, n'a pas besoin d'être autoportant, qui peut être en vrac, et on les a vus précédemment, tous les types d'isolants qu'on pouvait mettre à l'horizontale. Donc, l'avantage principal, comme je l'ai dit, d'avoir l'isolant qui est par l'extérieur, donc à l'extérieur de la structure portante. La structure portante étant lourde, on va avoir ce qu'on appelle une bonne inertie. Donc, une bonne qualité d'énergie
garder au sein du bâtiment, qu'elle soit positive ou négative. On va voir ça juste après. Ensuite, on a une protection de la structure portante, elle est hors gel, et on a peu de variations thermiques. Évidemment, dans le temps, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui est stable en température et surtout en humidité. Pas de risque de condensation puisqu'on a le système de pare-vapeur qui est placé. Et en fer, on n'a pas de pont thermique ou peu de pont thermique entre la façade et le plancher intérieur des murs. Okay, donc entre le plancher intérieur et la façade, on n'aura pas de pont thermique avec ce système-là. En rénovation, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on garde la structure intérieure, donc on ne perd pas notre isolant, la surface qui peut être importante finalement, la surface de vie perdue simplement si on isole par l'intérieur. Et on n'a pas l'obligation, de nouveau, si on a un truc pimpant ou peut-être un bâtiment qui est bastillé ou classé, de devoir refaire l'intérieur à l'identique ou avec des problèmes avec des gens comme de l'urbanisme ou du patrimoine qui pourraient venir vous embêter. Dans ce cas-là, isolation par l'extérieur, pas de souci. L'inconvénient principal, c'est que là par contre, entre le plancher bas et les façades, il y a toujours un risque de pont thermique suivant la façon dont c'est mis en œuvre. Donc c'est un avantage et un inconvénient, il faut faire attention à la mise en œuvre, c'est toujours de toute façon le plus gros problème dans le cadre des rénovations et des isolations par l'extérieur. Et quel que soit le type d'isolation, quels que soient les travaux d'ailleurs, en général, c'est les mises en œuvre qui sont souvent erratiques et faites parfois de manière approximative. Alors, on a également une nécessité de faire appel à un corps de métier spécialisé. Oui et non, mais c'est quand même effectivement dans la plupart des cas les besoins, oui, vous ne savez pas le faire vous-même, quoi. Dans le cadre de l'isolation de toiture, le fait de déverser un isolant sur votre toit, sur votre plafond de grenier, là à la limite vous pouvez le faire vous-même, mais en général les isolations de façade, de dalles de sol par l'intérieur, en dessous des vitres ventилées, etc., là c'est vraiment le professionnel qui va pouvoir vous faire ça. Le problème autre, et là attention, c'est qu'évidemment vous changez la nature de votre bâtiment, de votre façade, l'aspect de votre façade, et là d'un point de vue urbanistique, même si la nouvelle législation, le fameux code été dont vous avez sans doute entendu parler, amène certaines souplesses, vous aurez toujours des problèmes avec l'urbanisme, ou des risques de problèmes avec l'urbanisme si vous faites trop de modifications. Alors, le deuxième chose, c'est qu'évidemment, si vous isolez par l'extérieur, comme il faut en général un revêtement complémentaire, vous allez avoir un coût beaucoup plus élevé que si vous le faites par une autre technique, qu'on va voir après. Et enfin, il n'est pas toujours possible si vous avez un bâtiment qui est juste à front de parcelle, donc à la limite d'une mitoyenneté ou à la limite de la rue, aller empiéter sur le domaine public, là, c'est souvent problématique vis-à-vis de nouveau de l'urbanisme, et par rapport au voisin, aller lui dire que vous avez pris 10 cm sur son terrain sur plus de 100 mètres carrés, évidemment, il ne sera pas très heureux. Ensuite, on revient sur ce qu'on vient de dire, donc la définition de l'inertie thermique. Donc cette définition nous dit quoi? C'est que c'est la capacité d'un matériau à emmagasiner ou à restituer de la chaleur ou de la fraîcheur. En matière énergétique, on parlera plus vite de calories pour la chaleur et de frigories pour le froid, la fraîcheur. Et ce, parce que ça représente un peu plus les besoins que l'on a en hiver, calories hiver, on a besoin de chaud, et frigories été, on a besoin de froid. Par nature, les éléments de construction qui ont la masse volumique la plus importante, donc le rho plus important, qui sont les matériaux les plus lourds, pierre, béton, briques, il suffit de voir la température stable que l'on a toute l'année dans les grottes, et bien, par nature, ces éléments ont une grande inertie thermique. L'effet principal de cette qualité, je vais dire, de matériaux, c'est de pouvoir lisser, de pouvoir amenuire les éléments, les variations importantes et rapides surtout,
de température à l'extérieur. Donc en gros, ça permet de lisser et d'avoir une température beaucoup plus stable. Le principe, donc vous avez ici 4 graphiques. Un avec le type d'enveloppe qui vous montre soit si l'enveloppe est légère ou si elle est massive, si elle est isolée ou si elle est non isolée. Okay. Donc le principe, donc isolée, sous-entendu par l'extérieur évidemment. Si elle est isolée par l'intérieur ou qu'elle est légèrement isolée, l'aspect inertie sera évidemment moindre. Mieux c'est isolé, plus c'est lourd, et donc mieux isolé, sous-entendu, donc par l'extérieur, plus par rapport à une variation de température, ici vous voyez, qui est toujours la même, de plus x degrés, moins x degrés toute l'année, hein, vous avez toujours cette variation toute l'année, il y a du plus chaud en journée, du plus chaud pendant la nuit, avec en théorie le minimum à 0 heure et le maximum à 12 heures, ce qui est pas tout à fait juste. Ici, c'est parce que le graphique est mis évidemment sur 12 heures, le niveau 0 n'étant pas le 0 heure, hein, donc minuit, mais plutôt le lever du soleil, évidemment. Donc on constate que si on n'a pas d'inertie, si on n'a pas d'inertie au niveau du bâtiment et qu'il n'y a pas d'isolation, ben, les variations intérieures-extérieures, si on ne chauffe pas, eh bien, on aura la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec les mêmes variations, sans déphasage, sans rien du tout. Par contre, si on a une structure légère et qui est un petit peu isolée, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose qui n'aura pas de déphasage. Vous aurez une variation qui sera instantanément la même par rapport à l'extérieur, mais avec un delta moindre, évidemment, puisque vous avez votre isolation qui vous protège. Si on a une isolation, un système de grande masse, donc les vieilles briques ou les vieilles maisons ou les vieilles fermes avec des murs de 60, ben là qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un déphasage entre la température, la variation de température extérieure et la variation de température intérieure. Donc ce qui veut dire que si même vous avez le lever du soleil à partir de 10 heures du matin, de 8 heures du matin ou de 7 heures du matin, ben, votre bâtiment à l'intérieur ne va peut-être commencer à chauffer que vers 10 heures du matin, de manière naturelle. Et à l'inverse, le soir, ben, c'est quand le soleil sera couché, vous continuerez à récupérer les calories absorbées par les briques, par les murs, et par la structure portante, qui est fortement inertique, comme je l'ai dit, et donc, et qui a une grosse masse, et qui va donc vous rendre cette fameuse énergie calorifique ou frigorifique avec un déphasage. Alors, le top, évidemment, comme on vient de dire, isolation par l'extérieur, grande inertie thermique, hein, grosse masse. Qu'est-ce qu'on a? Non seulement les variations de température à l'intérieur sont, et ça toujours sans apport de chauffage, je précise, sont moindres évidemment, puisqu'on a une bonne isolation, mais en plus avec un déphasage très important. Okay, donc plus ce sera présent, mieux ce sera, parce que ça va amener plusieurs avantages. Le premier, c'est le confort, et le deuxième, c'est une économie d'énergie. En effet, qu'est-ce qui va se passer en hiver? C'est que si on a un système de chauffage qui fonctionne de manière régulière, donc sans jamais s'arrêter, on va constater qu'en fait, par expérience, on a une consommation moindre avec, quand on a une inertie très importante, que si on n'a pas d'inertie et qu'on est obligé de chauffer plus fort à certains moments et moins fort à d'autres pour essayer de maintenir une température constante. Donc on va avoir une température qui sera beaucoup plus régulière. Ça amène un avantage, c'est que vous allez avoir une chaudière ou un système de chauffage, hein, on va parler de manière plus générale, qui sera beaucoup moins importante. Vous allez vous permettre d'avoir une chaudière qui sera beaucoup moins puissante, qui vous permettra justement de maintenir en permanence la même température. Et ça permet évidemment en plus d'avoir des rendements de consommation qui seront largement supérieurs, parce que avoir un système qui est calculé pour fonctionner à, mettons, 8 kW et une chaudière qui sera peut-être à 25 kW pour une maison qui n'aura pas beaucoup d'inertie, vous allez avoir le même effet toute l'année, c'est-à-dire vos 20 degrés toute l'année, sauf que celle de 25 kW dans la maison où le système va fonctionner en dents de scie,
eh bien, vous allez avoir une chaudière qui ne va pas vous donner un rendement optimum, puisqu'il y a des moments où elle va vous donner 100%, à de très rares occasions, mais il y a des moments où elle va quasiment pas tourner. Et une chaudière qui ne tourne pas sur l'année est évidemment pas rentable à ce moment-là. Alors qu'une chaudière, sans compter que comme il y a des moments où elle va tourner, elle ne tournera pas à son rendement optimum, puisque vous avez toujours des courbes de rendement qui sont en fonction de certaines puissances, eh bien vous allez avoir une surconsommation. Ce qui ne sera pas le cas pour une chaudière qui sera calculée sur 8 kW et qui vous donnera 8 kW toute l'année. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'en été, la température intérieure restera plus fraîche plus longtemps et vous allez avoir ce phénomène de surchauffe qui ne risque pas d'apparaître trop vite. C'est évidemment pas négligeable parce que non seulement simplement par la conception de quelque chose de solide, ça c'est une chose, qui vous permettra de faire des économies d'énergie en hiver, c'est une autre, et en été. Parce que, bon, le confort de nos jours étant ce qu'il est, beaucoup de gens installent des pompes à chaleur réversibles, des systèmes qui vous font du chaud en été, du chaud en hiver et du froid en été. Écologiquement, ce n'est pas la meilleure des solutions, on est bien d'accord, et c'est certainement pas à ce cours-ci que je dois vous dire ça. Mais si vous avez une inertie importante, eh bien, de nouveau, ce sera exactement la même chose que pour votre système de chauffage en hiver. Eh bien, votre système de refroidissement en été fonctionnera de manière beaucoup plus lisse et sera donc beaucoup moins sollicité en pic et aura donc un meilleur rendement. En matière de PEB, hein, de définition en PEB de ce qu'est l'inertie thermique, on différencie trois types, enfin quatre types en fait, quatre types d'inertie, lourd, mi-lourd, peu lourd et léger. Bon, c'est un petit peu trop vaste. On verra qu'en fait, au final, on va déterminer est-ce qu'on a affaire à quelque chose de lourd ou pas. Alors, qu'est-ce qui va déterminer si on a affaire à une paroi qui peut être considérée comme lourde? Eh bien, il faut que 90% de la surface des éléments de construction horizontaux, ok, horizontaux inclinés ou verticaux, donc en gros, toute l'enveloppe doit être de l'ordre d'au moins 100 kg par mètre carré. Au moins. Ok. Donc si vous avez un complexe qui fait 100 kg du mètre carré, là on peut considérer qu'on a quelque chose, qui est considéré comme lourd. Attention, 90%. Ok. Si vous êtes au moins 90% ou que vous avez un secteur énergétique dont au moins 90% des éléments de construction verticaux et inclinés sont massifs, là à ce moment-là c'est mi-lourd. Après on a du peu lourd, c'est 50 à 90%, et du léger, tout autre secteur énergétique. Donc, ce qui veut dire que ce qui n'est pas fait en structure massive. Attention que si vous travaillez avec des parois en bois, par exemple, hein, des structures portantes en bois, d'office, vous aurez un système léger. Et de toute façon, dans le cadre de la PEB, le peu lourd ou léger sont complètement confondus. Donc, si on prend quelques parois massives, des exemples de parois massives, si on a une paroi avec en briques pleines, par exemple, ou en béton lourd, donc au-dessus de, je crois, 1600 kg du mètre cube, on doit avoir au moins une épaisseur de 9 cm en structure portante. Si on a un bloc creux, là, à ce moment-là, on doit être au moins à 14 cm d'épaisseur. Pour de la terre cuite, les petites briques qu'on a déjà vu en terre cuite alvéolée, là vous êtes également à 14 cm. Pour la pierre naturelle, 9 cm, etc., etc. Passons maintenant à l'isolation par l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que on va mettre l'isolant sur la partie côté chaud, ok, du bâtiment. Donc pour une façade, c'est côté intérieur. Pour un mur contre local non chauffé, ce sera côté local chauffé. Pour un plancher, ce sera au-dessus du plancher. Et pour une toiture, ce sera en dessous de la toiture.
Le principe, donc, comme on vient de dire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un exemple de façade. Donc ici, on a notre structure portante avec notre brique qui se trouve à l'extérieur, notre brique ou notre bardage, quel qu'il soit, avec le petit espace entre les deux. L'isolant sera donc collé ou fixé à l'intérieur du bâtiment avec un élément d'étanchéité qui devrait être absolument placé, d'étanchéité à l'air et accessoirement à l'humidité. On va calfeutrer au niveau de nos plaques de nos plaques de finition. C'est pas la technique optimum, mais quand on ne sait pas faire autrement, il faut le faire dans les règles de l'art. Si on le fait via ce qu'on appelle les metal stud, les fameux les metal stud et J-Proc, qui sont deux marques, les Français appellent ça des placoplâtres. Là, ce sont des structures, et ça, dans les règles de l'art, on doit faire comme ça, c'est-à-dire structure portante espacée d'une soixantaine de centimètres, 60 centimètres, on remplit avec un isolant semi-rigide qui vient remplir la structure et qui isole ces structures de l'intérieur de l'extérieur. On finit par un J-Proc ou par un placopâtre, idéalement double, en 2 fois 9 mm ou 1 fois 14 mm pour que ce soit considéré comme résistant au feu. Et en plus d'un point de vue de nouveau transmission du bruit, etc., c'est beaucoup plus efficace. On en profite pour passer nos canalisations électriques, pour passer nos tuyauteries de chauffage, etc. Et puis on termine avec ce que vous voulez, tapis, peinture et autres. Pour l'isolation des planchers, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre structure portante, votre dalle de béton. Puis on va y mettre de la laine, de la laine compressée. Comme je l'ai dit, il faut que ce soit absolument un élément qui soit porteur. Donc vous devez résister à la compression, puisque vous allez devoir remettre par-dessus une chape, au moins une chape qui sera dite flottante, dans laquelle vous allez intégrer une structure qui évitera qu'elle ne se morcelle. Et puis votre revêtement de sol qui peut être du tapis plat, du carrelage ou du parquet ou ce que vous voulez. L'idéal étant dedans, si vous faites une rénovation profonde, de placer un chauffage sol, puisque d'un point de vue efficacité, c'est ce qui fonctionnera le mieux dans cette configuration, évidemment. De nouveau, pour les toitures, c'est pas applicable pour les toitures telles qu'on l'a vu, puisque on ne sait pas isoler par l'intérieur pour un problème d'humidité. En tout cas, ce n'est pas conseillé. Les avantages, c'est que principalement, c'est que si vous faites de l'autoconstruction, vous savez en faire. Vous avez un système qui est peu onéreux, beaucoup moins en tout cas que quand vous le faites par l'extérieur. L'aspect esthétique extérieur est conservé, donc vous n'avez pas de problème urbanistique et esthétique. Et vous avez la conservation de l'emprise au sol du bâtiment, donc ce qui veut dire que la partie portante inférieure n'est pas modifiée. Inconvénient principal, et ça on vient de le voir, c'est qu'évidemment on n'a plus d'inertie. La paroi qui sera isolée par l'intérieur n'aura plus d'inertie, donc sera beaucoup plus soumise aux variations de température. La structure portante est soumise aux problèmes climatiques extérieurs, donc aux plus variations de température. Mais si vous avez une maison existante qui a 2 siècles ou 3 siècles, de toute façon, dans tous les cas, ça restera ce que vous aviez avant. Il faudra quand même faire attention, évidemment, à ces problèmes d'infiltration d'eau. Les ponts thermiques sont difficilement évitables puisque les problèmes, c'est que entre la façade et le plancher, vous allez avoir votre isolant qui sera mal mis. Enfin bon, ça va être un peu problématique. Donc risque de pont thermique. Et donc également risque de condensation dans les parois si vous ne mettez pas par vapeur entre votre structure à type metal stud ou isolant et votre finition. Le principe, c'est qu'en rénovation, si vous faites ça, vous allez perdre forcément de la surface habitable dans votre bâtiment et que vous devez évidemment refaire tout l'intérieur de votre bâtisse.
Dernière méthode d'isolation, c'est donc de la structure. Là, vous allez avoir deux solutions. Soit la structure est sous forme d'ossature, donc ce sera une ossature bois dans laquelle vous allez venir encastrer votre isolant. Soit la structure portante en elle-même est isolante, comme par exemple des blocs Ytong ou béton cellulaire ou des blocs de chambre par exemple. Alors, pour la suite, vous allez avoir quoi? Quel type d'isolant? Soit les blocs en eux-mêmes en Ytong et vous allez avoir à l'intérieur votre enduit avec à la finition, donc ce plafonnage et puis ce que vous voulez, et une peinture par exemple, et l'enduit extérieur qui sera également crépi ou équivalent. L'autre solution, c'est la structure en bois, l'ossature bois, qui est assez répandue de nos jours. À l'extérieur, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre finition en général en bardage bois. À l'intérieur, tous les éléments dont vous aurez besoin, à savoir structure, métal stud, J-proc, toutes les techniques qui passent dedans, un isolant acoustique et thermique par la même occasion, mais votre isolant qui sera glissé entre votre gitage. Pour ce qui concerne les planchers, donc si vous avez un plancher bois par exemple avec alette en dessous vide ventilé, vous allez dans, entre les gîtes qui portent votre plancher, vous allez pouvoir y glisser votre isolant, qui sera un isolant semi-rigide de nouveau ou en vrac, qui sera injecté sous pression. À ce moment-là, vous devrez intégrer ici une plaque de finition qui intégrera également, bien sûr, un pare-vapeur. Ces plaques peuvent être des plaques de J-proc par exemple, et ici vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, soit un vide ventilé, soit idéalement une cave ou un espace non chauffé. Alors, pour la toiture, là évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va, entre le gitage, de nouveau, vous allez avoir votre isolant qui va être placé. Et puis, par l'intérieur, vous aurez votre finition, avec toujours ne pas oublier le pare-vapeur qui est évidemment la partie la plus importante pour ce type d'acte technique. Enfin, la solution ultime, c'est entre les gîtes, on viendra mettre les isolants, plutôt que de le déposer par-dessus sur un plancher éventuellement, on le mettra dedans. L'avantage principal, c'est que on n'a pas de diminution de paroi, donc ça veut dire que vous n'empiétez pas sur votre espace de vie, et que dans le cadre d'une autoconstruction, c'est assez simple à mettre en œuvre, dans le plancher ou dans la toiture. Il faut être précautionneux, mais c'est un travail assez aisé. En rénovation, vous n'aurez, comme je l'ai dit, donc pas de diminution de surface, et surtout pas d'emprise sur l'extérieur non plus. Et ça, de nouveau, c'est en fait l'inconvénient isolation extérieure, isolation intérieure. Soit on a une emprise sur l'intérieur, soit sur l'extérieur. Et ici, vu qu'on isole par l'intérieur de la cloison, on n'a plus de problème, quoi. Et on a en plus une conservation de l'aspect extérieur, donc pas de problème avec l'urbanisme. Le gros problème, c'est que vous allez avoir évidemment très peu d'inertie thermique, surtout puisque vous allez utiliser une ossature bois. Si ce sont des bétons cellulaires, c'est déjà plus efficace. Et dans le cas d'une toiture plate, on a un risque d'accru de condensation d'eau, forcément, puisque vous allez avoir votre isolant qui sera placé entre la finition et votre système de finition intérieur-extérieur. Si le pare-vapeur n'est pas mis correctement, ce qui arrive fréquemment dans ce type de placement, vous allez avoir de la condensation dans l'isolant. Pour les façades, si vous utilisez une rénovation de façade, là évidemment c'est assez difficile à mettre en œuvre. On va maintenant aborder la perte par les parois d'un point de vue des portes et des fenêtres. Cette solution, enfin ce chapitre, on va un petit peu voir dans le cadre du bilan énergétique. Donc dans le cadre du bilan énergétique, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que en fait c'était la somme de toute une série de déperditions.
plus éventuellement, duquel on devait retirer les apports, hein, les apports solaires, et éventuellement retirer les apports internes. Tout ça nous donne quoi? Une équation qui, pour récupérer un équilibre annuel, devra être compensée par ce qu'on appelle les besoins en chaleur du logement. Donc l'amener d'énergie via des systèmes de chauffage comme la climatisation et autres. Donc, pour rappel, les pertes, les pertes par les parois, c'est ce qu'on est en train d'étudier et dans lequel on va regarder au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres, on va voir le problème inverse qui sera l'apport solaire qui en été pourra poser des problèmes. En hiver, évidemment, ce sera moins le cas puisqu'on cherche plus vite à chauffer. On étudiera ensuite les pertes par fuite d'air et par ventilation. Ça, c'est le chapitre qui viendra après les problèmes d'enveloppe. Pour les fenêtres, une performance pour la fenêtre, elle doit être en fonction de plusieurs paramètres. La première chose évidemment pour laquelle vous allez mettre des fenêtres, c'est évidemment d'amener de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. D'abord, d'un point de vue urbanistique, c'est obligatoire, mais en plus c'est quand même plus confortable quand on a de la lumière extérieure. La deuxième chose, c'est pour amener une vue sur le monde extérieur. La troisième, c'est pour l'apport d'air par ventilation, ce qui est le plus souvent utilisé d'ailleurs actuellement dans les rénovations de bâtiments, mais qui est excessivement difficile à gérer, on va le voir ultérieurement. Ensuite, on va voir l'étanchéité à l'eau et à l'air, où là, on va, et forcément, ces fenêtres, bon, si on voulait de la lumière de manière naturelle, ben, le tout, c'est d'avoir une ouverture. Le problème de cette ouverture, c'est que quand il pleut et quand il fait froid, on essaie évidemment de garder l'énergie et d'éviter à l'eau de rentrer. C'est évidemment un facteur important. Alors, pour l'apport de chaleur, ben, là, via le facteur solaire, ça c'est une chose, mais attention au risque de surchauffe, hein, le fameux effet de serre. Pour l'isolation, ben, on en a déjà parlé plus haut, ben, y a un aspect isolation thermique et acoustique. C'est important quand vous avez une maison en front de rue, ben, c'est quand même intéressant de ne pas entendre tout ce qui s'y passe, hein, surtout quand il y a une voiture ou une moto qui passe avec sa pétarade dans tous les sens. Et enfin, l'aspect sécurité, qui est un facteur aussi important, dans lequel on va voir l'effet garde-corps ou le vitrage à haute résistance dès le moment où il va dépasser une certaine hauteur, et plus exactement il va aller plus bas qu'un abri de fenêtre, hein. Vous allez avoir par exemple des portes-fenêtres, là vous devez avoir des aspects vitres feuilletées par exemple qui interviennent. En dernier évidemment, c'est le problème de l'intrusion. La fenêtre, donc c'est un élément complexe dont les éléments principaux, enfin tous les éléments qu'on rencontre dedans, c'est châssis, vitrage, panneau opaque, des fois on en a, des fois on n'en a pas, et grille de ventilation, des fois on en a, des fois on n'en a pas. Mais dans tous les cas, on a toujours au moins le châssis et le vitrage. Ça c'est la base, évidemment, d'une fenêtre. Pour les éléments annexes, on va avoir quoi? Les problèmes de seuil, de tablette d'appui, donc l'appui de fenêtre, les problèmes de protection solaire et les garde-corps pour éviter de passer à travers quand on a un petit souci de déséquilibre. La valeur U, donc ça c'est un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu la fois dernière. Qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient de transmission thermique qui caractérise le pouvoir isolant d'une paroi. Donc dans sa globalité, c'est pas élément par élément, c'est le package complet, le complexe. Elle représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface, donc elle s'exprime en watts par mètre carré Kelvin, transmission de chaleur, plus exactement d'énergie. Par mètre carré, donc plus la surface sera grande, plus la déperdition sera évidemment importante. Et par Kelvin, bah oui, plus la différence de température intérieure et extérieure est importante, plus cette déperdition sera également importante. Donc plus la valeur de U est petite, plus la paroi est isolante. Donc plus vous allez avoir un U très faible, mieux ce sera pour votre installation technique. Alors en matière de châssis, les plus répandus, vous le savez sans doute, hein, on vit en Belgique, si vous allez en France, c'est pas tout à fait la même chose, mais les pays nordiques en général ont plutôt tendance à travailler avec le PVC. On s'est fait spécialiste de ce genre de choses depuis des décennies. Le châssis PVC en Belgique, et partout on va dire, hein,
est en général structurée de la manière suivante. Vous allez avoir donc la partie dite dormante, donc qui est la partie fixe, la partie ouvrante, qui est la partie mobile. Okay. Ces parties PVC sont toujours évidemment renforcées par des éléments aluminium ou acier. En tout cas en Belgique, j'ai déjà constaté certains châssis de mauvaise qualité étrangers qui n'avaient pas ces renforts ou on en avait peu, et on voit le châssis qui a tendance à se laisser aller. Bon, par chance, c'est de moins en moins vrai. Mais on a encore ce genre de choses. Alors, dans tous les éléments qui constituent le châssis, vous avez donc le vitrage, le pare-close qui est l'élément qui va venir caler votre vitrage, la cale de vitrage, donc c'est un élément quand vous venez le déposer dans votre rainure, qui va venir caler et empêcher le châssis, le vitrage de bouger. Vous avez les renforts, donc comme j'ai expliqué, vous avez les jouets, vous avez les premiers, deuxième, troisième jouet, quatre jouets. Enfin, plus il y a de jouets, évidemment, mieux c'est pour l'étanchéité à l'air et pour l'étanchéité à l'eau, bien évidemment. Et en dernier, on a ce qu'on appelle les chambres, qui sont les éléments intermédiaires qui structurent le châssis PVC, qui lui amène et de la rigidité, donc plus vous allez avoir de chambres, plus ça va être rigide, mais surtout qui va amener une qualité d'isolation. Plus vous allez avoir de chambres, mieux ce sera isolé, puisqu'on utilise en fait un air stagnant, donc un air qui ne bouge pas dans cette qui est parfaitement étanche, et cet air sert d'isolant pour l'ensemble de la structure châssis. On reprend des ordres de grandeur pour des châssis PVC, 2 chambres par exemple. Autant vous dire que ce sont des châssis qui n'existent plus. On n'en a plus depuis des années dans nos régions. En tout cas, on n'en a plus nouveaux. Dans le cadre d'une rénovation, si on achète des nouveaux, ils seront tous au moins 5 ou 8 chambres. 5 chambres, c'est le minimum. Mais vous pourriez faire, dans le cadre d'une certification par exemple, trouver un châssis qui a encore 2 chambres. Et là, on a un U global pour le châssis qui est de l'ordre de 2 à 2,2 watts par mètre carré Kelvin. Pour les châssis 8 chambres qui sont les plus performants, là on peut descendre jusqu'à 0,7 watts par mètre carré Kelvin, ordre de grandeur. Donc 8 chambres entre 0,7 et 1, 5 chambres entre 1,2 et 1,6 et 2 chambres entre 2 et 2,2. Ordre de grandeur approximatif. Le type de châssis suivant le plus rencontré, ce sera le châssis aluminium. Alors vous avez quand même 2 types de châssis aluminium. Ceux avec dit coupure thermique. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un élément ici intermédiaire qui sera en structure non conductrice de chaleur, donc plastique. Extérieur et intérieur seront en métal, donc en aluminium. L'avantage de ceci, c'est que vous avez affaire à des systèmes de châssis qui sont excessivement bonnes isolants. À l'heure actuelle, les meilleurs châssis, les châssis les plus isolants sont en aluminium. Ce sont évidemment, bien sûr, comme par rapport à du plastique pur, aussi les châssis les plus chers. Ils ont l'avantage, évidemment, comme ils sont tout métal, d'être portants, donc il n'y a pas cette renfort intérieur. Les renforts sont évidemment ici à l'extérieur. Ici, vous avez le principe du châssis sans coupure thermique. Donc vous dire que ce genre de choses, on n'en trouve plus de nos jours, à part peut-être dans la maison de vos grands-parents, peut-être de vos parents, mais en tout cas de vos grands-parents, qui n'auraient pas encore changé leur châssis. Ce sont ces fameux châssis qui, en hiver, irradient des frigories, pour utiliser le terme qu'on vient de voir, et qui ont tendance, en plus, quand l'air est trop humide et qu'il fait froid à l'extérieur, de commencer à pleurer, quoi. Donc on voit perler de l'eau dessus parce que la condensation est très importante. Ces châssis-là, on ne les trouve plus sur le marché. Alors, si on n'a pas de coupure thermique, le U global, il est quand même de l'ordre de 5 à 9. Vous voyez, par rapport au PVC, même les plus mauvais, on est évidemment dans des ratios qui sont largement supérieurs. Par contre, avec coupure thermique, on descend à 0,7 et je dirais même mieux. On descend même plus bas, les valeurs ne sont plus tout à fait d'actualité. Les châssis actuels peuvent descendre en dessous de ces valeurs-là. Parce qu'on peut avoir en plus la possibilité d'isoler ces châssis, c'est l'intérieur, avec des produits de type polyuréthane ou autre.
Le dernier type de châssis que vous pouvez rencontrer, c'est le traditionnel châssis en bois, qui, c'est le bon compromis en fait. C'est autoportant, c'est naturel, ça a d'énormes avantages. L'inconvénient principal, c'est que même les meilleurs châssis n'arrivent pas au niveau des meilleurs châssis aluminium et PVC, évidemment. Aspect coût, on est évidemment aussi, suivant le type d'essence de bois, dans des valeurs qui peuvent être aussi importantes. Euh, pour les châssis, donc vous avez deux valeurs standards de châssis, à savoir 5 et 8 cm. Dans le cadre du 8, ce sera plutôt pour, ici comme pour l'exemple, du triple vitrage. Là, les ordres de grandeur, vous voyez, 1,7 pour du 8 cm, à 2 à 2,5 pour du 5 cm. Voilà, tant bien que mal, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Et ça doit être à ce moment-là, en connaissance de cause, qu'on doit faire l'installation de ce type de châssis, tant au niveau coût, mise en œuvre, qualité d'isolation, finition, parce qu'il n'y a rien à faire, ça reste l'élément naturel par excellence, hein, c'est le bois, en sachant qu'il a un inconvénient par rapport au PVC à l'aluminium, c'est que l'on n'a pas la possibilité autre que de l'entretenir tous les X années. On est obligé donc de l'entretenir, ce qui n'est pas le cas, au moins le cas pour le PVC et l'aluminium. Alors ici, on nous donne le châssis bois-aluminium. C'est vraiment le compromis quand on veut avoir une solution qui soit esthétiquement, parce qu'on veut absolument du bois intérieur euh, ou du bois extérieur avec un isolant que l'on va aller ajouter dedans. Ça a un avantage principal, bon évidemment c'est l'isolation, donc on a un châssis qui peut descendre à 0,6 à 0,9. S'il n'y a pas d'isolation, forcément on est dans les mêmes qualités que les isolants, enfin que les châssis en bois traditionnels. Ça ne paraît pas illogique évidemment. Ici donc on arrive à une solution qui est très très bien parce qu'évidemment si on met l'aluminium à l'extérieur, vu que c'est par l'extérieur qui aura tendance à le plus vite s'abîmer, vous aurez à long terme au niveau entretien quelque chose d'efficace. Et d'un point de vue isolation, vous voyez, on peut descendre à 0,6, ce qui n'est pas mal du tout. Passons après le châssis maintenant à l'autre partie qui est finalement la partie la plus intéressante dans le châssis, c'est l'aspect vitrage, puisque c'est lui qui va nous permettre de faire transiter et la lumière et les images. Donc la lumière pour éclairer la pièce et les images pour avoir une vue, une fenêtre sur le monde extérieur. Alors, le double vitrage, qui est le plus commun et d'ailleurs le minimum que l'on puisse rencontrer de nos jours pour un nouveau châssis ou pour une rénovation, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est deux feuilles de verre qu'on aura assemblées en usine, collées, hein, avec sur tout le pourtour un système une barrière d'étanchéité qui s'appelle un intercalaire et qui va, enfin la barrière d'étanchéité, tant pour moi, la barrière d'étanchéité, ce sera évidemment plutôt un silicone, le système d'entretoise, le silicone étant élastique, il faut quelque chose de rigide pour maintenir l'espace entre les deux feuilles de verre qui soit infiniment rigide. Et donc cet intercalaire, ou espaceur, hein, c'est l'autre nom qu'on utilise, lui, il sera métallique, isolé ou pas, on va voir plus tard hein, ce que ça va amener comme avantage ou comme inconvénient. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir de l'air ou un gaz, quel qu'il soit, hein, argon, xénon et autres, mais déshydraté. C'est très important. Les premiers châssis qu'on appelait de la marque Thermopan il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, même je dirais, dans les années 70, 80, avaient cette fâcheuse tendance, comme l'air qui était injecté n'était pas parfaitement sec, et on n'avait pas des éléments qui étaient étanches, et bien, quand il faisait froid en hiver, on voyait apparaître de la buée à l'intérieur de notre fenêtre. C'était évidemment excessivement délétère. Problème qui est réglé de nos jours, puisque maintenant c'est étanche, et c'est rempli avec un air ou un gaz qui est complètement sans humidité.
vous avez peut-être déjà vu une fiche technique de fenêtre, hein, de vitrage. La partie la plus importante, évidemment, c'est quoi? C'est de savoir à quoi correspondent ces trois chiffres. Par exemple, 4, 12, 4, standard, 4, 12, 4, avec un tiret entre les deux. Eh bien, 4, le premier, ce sera épaisseur de la feuille extérieure. 12, l'épaisseur de l'intercalaire. Et 4, l'épaisseur du verre intérieur. Le 4, 12, 4, c'est vraiment le verre le plus standard qui soit. Même s'il est en vert, il est, et non en rouge, il est standard. Ensuite, vous avez d'autres paramètres qui peuvent intervenir à la place du 4, 12, 4, mais par exemple 42.2, 12, 4. C'est pas 42.2 qu'on dit, on dit 44.2, 12, 4. Pourquoi 44.2? Parce qu'en fait, il s'agira à ce moment-là d'un verre qui sera dit feuilleté. Donc, ce sera quoi? Ce sera deux feuilles de verre, deux plaques de verre, avec entre les deux ce qu'on appelle un PVB, pardon, donc polyvinyl butyral. Je suis obligé de lire parce que c'est voilà, polyvinyl butyral, PVB. C'est un élément transparent qui amène une rigidité. Donc c'est un plastique excessivement dur. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle le verre sécurite. Vous pétez un verre comme celui-là, hein, vous cassez ce verre. Qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que s'écrouler, eh bien, il va rester en une seule en un seul morceau. Ça évite d'avoir des accidents, des gens qui passent à travers une vitre, ou surtout d'avoir des blessés si la vitre éclate. Donc ça, quand vous voyez 4-4-2 pour un verre, vous pourriez avoir simplement, d'ailleurs, une feuille 4-4-2. Donc ça veut dire 4 mm, 4 mm, avec deux feuilles de verre, et un film entre les deux qui lui fait une épaisseur excessivement faible. Alors, suivant la norme de résistance, ben, ce PVD, suivant que vous allez avoir qui sera plus ou moins résistant à l'impact anti-vol ou pas, vous aurez des films de 1, 2 ou 3 films par exemple, de l'ordre d'un demi-millimètre ou d'un tiers de millimètre à peu près par feuille de plastique, de PVD. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, ah oui, voilà. Là maintenant, évidemment, on rentre dans l'aspect physique d'un verre, où vous allez avoir toute une série de facteurs qui caractérisent ce verre. Le facteur solaire, notamment, donc G ou FS, c'est comme on veut. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être un ratio entre une énergie qui va frapper le verre, hein, donc les 100%, et le fait que cette énergie soit transmise ou pas dans le cadre du bâtiment. Dans la définition ici, on nous dit que le rayon est incident, perpendiculaire au complexe, etc. Alors que dans l'exemple, on montre bien qu'il est incliné. Bah oui, incliné parce que évidemment, c'est pour symboliser le fait qu'il y a une partie qui est réfléchie. Et comme vous savez, la réflexion doit être toujours avec l'angle d'incidence. Si on le monte parfaitement vertical, ce sera un peu plus complexe, évidemment, euh, à représenter, je veux dire. Alors, comme vous voyez, bah, il y a une partie de l'énergie qui va être transmise directement, une partie qui va être absorbée par l'air qui se trouve, hein, ou par le gaz qui se trouve entre les deux vitres. Cette partie, ben, il y a un tiers qui va être transmis à l'extérieur pour, 15% d'un côté pour 6% de l'autre. Okay, donc au global, vous allez avoir à peu près 64%, ici dans l'exemple 64%, donc de l'ordre de 65% qui va être transmis et de l'ordre de 35% qui va être renvoyé à l'extérieur, dans l'exemple ici qui nous importe. Une des caractéristiques physiques que l'on va avoir si on veut améliorer certaines performances, notamment par exemple ne pas transmettre trop d'infrarouge, on va devoir appliquer une ou plusieurs couches à l'extérieur de notre système, des oxydes métalliques, qui vont permettre de renvoyer une partie des infrarouges tout en laissant passer toute une série d'autres longueurs d'onde
pour l'aspect visuel. Donc on aura toujours l'aspect lumineux, mais les infrarouges, par exemple, seront renvoyés plus facilement à l'extérieur. C'est une forme d'isolation pour les problèmes de surchauffe dans ce cas-là. Alors, le principe ici, vous allez avoir donc plusieurs principes. Principe de convection au niveau du verre, par le fait du rayonnement. Donc, le rayonnement amène un échauffement. Vous allez avoir une convection qui va se créer. De nouveau, un rayonnement interne et une convection qui va se créer dans le cadre de l'espace entre les deux verres. Et la même chose ici, de l'autre côté de votre verre. Donc, il y a deux aspects qui interviennent, l'aspect conduction et l'aspect rayonnement pour vitrage standard. Donc concernant le lambda, donc la conductivité thermique du complexe qu'on a ici devant les yeux, pour le verre, vous allez avoir donc à peu près 1 watt par mètre Kelvin pour sa valeur. Le milieu ici que l'on rencontre entre les deux, qui est donc, comme je dis, un milieu étanche avec un gaz sec. Si c'est de l'air, on a un lambda qui vaut 0,025 watts par mètre Kelvin. Si on a de l'argon du krypton, ce qui est à peu près la même chose, hein, c'est 0,01 ou 0,09 watts par mètre Kelvin, donc hein, un tiers du lambda de l'air. Pour le xénon, là par contre, on est à 0,005, donc la moitié du lambda de l'argon et du xénon et un cinquième de celui de l'air. C'est évidemment excellent. Les meilleurs châssis actuellement, d'ailleurs, sont fabriqués avec de l'argon au niveau du xénon, pardon, pas de l'argon, du xénon au niveau du gaz, qui est un gaz rare, qui dit rare, dit évidemment cher. Le meilleur moyen pour diminuer l'UG global du vitrage, ce sera d'abord de passer du double au triple vitrage, puisqu'on va amener une couche d'isolant en plus, enfin deux couches, hein, le gaz sec et une couche de verre en plus. Donc ça amène une résistance complémentaire aux déperditions. Ensuite, l'autre partie, c'est de changer le gaz, comme on vient de voir. Ben, par défaut, c'est de l'air ou de l'argon éventuellement. On peut utiliser du xénon, comme j'ai dit, c'est évidemment excellent, mais c'est beaucoup plus cher. L'épaisseur de celui-ci, en général, peut se permettre de diminuer puisqu'on a un meilleur lambda. Le fait d'ajouter une couche dite de basse émittivité, hein, donc on essaie de diminuer les pertes par rayonnement. Là, à ce moment-là, on a un vitrage dit HR, donc au rendement ou basse émittivité, ou l'AOE pour les amis, d'outre qui est vrai. Plus l'espace entre les verres sera important, plus on aura une isolation efficace évidemment, puisque le gaz que l'on va placer va permettre de diminuer la transmission de chaleur par conduction. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est l'argon, puisque c'est le moins cher. Le fait de mettre une couche de basse émittivité permet de diminuer la transmission de chaleur par rayonnement. Quand on parle de basse émittivité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'émissivité, c'est la capacité d'un matériau à émettre de la chaleur de manière radiative, donc par radiation, appelée émissivité. Le coefficient d'émittivité, il varie en fonction de la longueur d'onde du signal émis. Donc, suivant vous allez dans ultraviolet ou dans les infrarouges ou dans les différents types de couleurs, eh bien, l'émissivité va changer. On a vu précédemment qu'on essayait surtout d'éliminer les longueurs d'onde de type infrarouge, puisque c'est elles qui ont tendance à échauffer le plus le système. Donc on va donc mettre des couches complémentaires qui vont éviter ce problème. Donc on a un vitrage standard hein, sans protection. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir une émissivité de 84%, ce qui veut dire quoi?
c'est que 84% du rayonnement qui frappe ce verre va être absorbé par ce verre et 16% va être réfléchi. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une partie qui va être perdue. Dans le cadre de l'été, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Les couches de basse émittivité, elles ont un coefficient d'émittivité de 0,04, donc ça veut dire 4%. Donc ça veut dire que ces couches-là permettent seulement d'absorber 4% d'énergie et d'en renvoyer 95%, surtout au niveau de l'infrarouge qui est, comme je l'ai dit, la longueur d'onde qui a tendance à échauffer le système. Donc pour arriver à ce résultat, on a tendance à projeter sur le verre des couches d'oxyde métallique qui vont permettre de renvoyer une bonne partie des infrarouges, source de surchauffe au niveau du vitrage. Alors, suivant le type de vitrage que l'on va avoir, vous allez avoir la basse émittivité qui va se trouver soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, en fonction évidemment de l'application qu'on veut. Si c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut? C'est garder le rayonnement infrarouge à l'intérieur du bâtiment et absorber tous les infrarouges qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que là, on a un effet, réellement un effet de serre. Dans l'autre cas, c'est l'inverse. On cherche à renvoyer un maximum d'infrarouge vers le monde extérieur et ne pas en laisser passer à l'intérieur du bâtiment. La chaleur est ainsi absorbée par la vitre, mais absorbée par la vitre sera réémise directement vers l'extérieur. Alors, la performance d'un vitrage, comme on l'a vu, va dépendre de pas mal de paramètres et va être en fonction du cas avec des ordres de grandeur globaux, donc des UG globaux, qui sont pour un simple vitrage, comme on voit ici, alors à peu près 6, donc 5,8 en moyenne watts par mètre carré Kelvin. Pour les doubles vitrages qui datent des années 70, ceux dont je parlais, les fameux thermopanes, ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, eux, ben, on a un UG qui est de l'ordre de 3 watts par mètre carré Kelvin. Par contre, pour les doubles vitrages basse émittivité, on est à 1,6. Donc chaque fois, vous voyez, on divise à peu près par 2. Donc 6, 3, 1,5, 1,6. Si on ajoute un gaz isolant dans les éléments, on peut descendre à 0,8. Donc là, on divise encore par 2. Et si on amène un troisième vitrage, un triple vitrage avec un gaz isolant, de type argon par exemple, on va arriver à 0,6 à 0,8 watts par mètre carré Kelvin, ce qui est évidemment excellent. Ça permet d'avoir les meilleures performances du marché actuellement. Alors, il faut savoir que autour de votre vitrage, pour tenir vos deux vitres, vous allez avoir donc une colle qui va faire l'étanchéité à l'air, mais entre les deux, il faut permettre au verre d'être infiniment rigide, donc d'avoir ce qu'on appelle un intercalaire, qui est une lamelle métallique qui sera, qui est en l'occurrence en aluminium, et qui sera isolée, donc remplie avec un isolant, suivant le type d'intercalaire qu'on va avoir, on va s'apercevoir qu'on a un vitrage forcément plus ou moins performant, enfin plutôt plus performant avec les intercalaires modernes. Pour l'exemple ici, ben, si vous voyez, vous avez un intercalaire qui n'est pas isolé, qui est représenté ici, vous aurez 17% de la perte totale du châssis qui donnera quand même, malgré tout, avec un châssis moderne, qui est quand même pas mal, on est quasiment à 1 watt par mètre carré Kelvin pour le châssis, mais le vitrage. Si on fait la même chose avec un intercalaire isolé, ben, on gagne quasiment 10% sur le vitrage. C'est pas négligeable, bien évidemment, et on voit qu'on a quasiment la moitié de la perte qui est enlevée. Alors, pour la performance de ces intercalaires, qu'est-ce qu'on voit ici?
c'est le ψg, donc qui est, vous voyez, ici c'est un facteur qui est exprimé en watts par mètre Kelvin, donc qui rappelle un peu le lambda. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient de transmission thermique linéique, qui tient compte des effets combinés de l'intercalaire et du châssis. Okay, on va voir plus loin avec le schéma ce que ça va être. On constate quoi? Eh bien, que dans le cadre de différents châssis, dans le cadre de différents intercalaires isolants, eh bien, on va avoir ce ψg, donc qui a la même unité que le lambda, c'est la même chose, si ce n'est que plutôt que d'avoir pour un lambda pour un seul composant, un seul élément, ici c'est quelque chose qui n'est pas homogène mais hétérogène, ok? Et donc, on a différents facteurs. Vous voyez que ça peut varier suivant le type de châssis, suivant le type d'intercalaire, de 0,081 watts par mètre Kelvin à 0,032, qui est le plus petit, pour les intercalaires isolants. C'est évidemment, vu l'épaisseur de l'intercalaire, c'est évidemment faible la déperdition que vous allez avoir par là. Mais si vous prenez sur les grands châssis où vous allez avoir des intercalaires assez longs, donc des surfaces d'intercalaires assez grandes, ben forcément, ça ne sera que plus grand la déperdition et qui sera en rapport évidemment du type d'intercalaire que vous allez mettre. Alors, je vais vous montrer maintenant le schéma qui paraît compliqué, surtout la formule qui est ici qui paraît compliquée. Elle est clairement de nouveau un peu spépieuse, mais elle a l'avantage de tenir compte de tout le châssis. Okay, donc, si vous regardez sur toute la hauteur, le UW, donc, qui va correspondre évidemment à la déperdition globale pour tout ce qui va intervenir dans le châssis, à savoir quoi? À savoir la surface du vitrage, à savoir la surface du châssis, à savoir la surface d'un panneau opaque éventuel, ce qui n'est pas une obligation, c'est accessoire, hein, mais vous avez quand même des fois des châssis qui comportent des panneaux aveugles. Ensuite, vous avez éventuellement les grilles de ventilation, une surface de grille de ventilation. Vous avez éventuellement le périmètre du vitrage, donc le fameux ψg qu'on vient de voir, donc l'aspect combinaison du châssis, vitrage, intercalaire, vitrage, châssis. Et enfin, c'est la même chose, mais pour les panneaux opaques. Ici, c'était pour le panneau opaque, ici, c'était pour la vitre. Donc le ψg pour le vitrage sera châssis, vitre, intercalaire, vitre, châssis. Là, c'est un combiné. Et ici, pour l'opaque, ben, ce sera châssis, plaque, châssis. Okay, donc, si on reprend toute cette formule, qu'est-ce qu'on voit intervenir? C'est qu'on va faire le produit de l'air, donc de la surface du vitrage, fois le U global du vitrage, plus la surface du châssis fois le U du châssis, plus le etc., etc., ce que je viens de décrire. Là, vous avez tous les détails de tous les éléments qui interviennent. Et le tout divisé par la surface, et vous obtenez un U global qui est exprimé en watts par mètre carré Kelvin, et qui va évidemment être lié à quoi? À votre châssis. Donc il y a des châssis plus petits avec une plus grande surface de verre par rapport à des châssis plus grands qui auront peut-être des surfaces au ratio, qui auront peut-être des surfaces de châssis qui seront moindres par rapport à la feuille de verre. Tout ça évidemment va dépendre de votre châssis. Okay, et donc de la composition de votre fenêtre et de la composition de ce que vous allez mettre dedans, suivant que c'est pour une fenêtre, une porte-fenêtre, une double porte-fenêtre. Tout ça, évidemment, sont des facteurs qui vont varier et qui peuvent varier fortement. Pour éviter ces problèmes, on peut faire un calcul simplifié. Ce calcul va se résumer à deux cas. Soit le U du vitrage est supérieur au U du châssis, et là, à ce moment-là, on prend un rapport
80-20 pour le vitrage, enfin 80% pour le vitrage, 20% pour le châssis. Si c'est l'inverse, si c'est celui le vitrage le U du vitrage est plus petit que le du châssis, à ce moment-là, on va prendre 70%, 30%. Comme vous pouvez voir, on est quand même toujours dans le même ordre de grandeur. Et puis, on ajoute 3 fois le psi G, donc le psi pour le châssis global, et on y ajoute encore tous les éléments globaux que l'on rencontre dans le châssis, comme on a vu sur la formule précédente. Ça permet comme ça d'avoir un U moyen pour tous les châssis de même bien. Les exigences en matière de U globaux pour les châssis et portes dans les bâtiments actuels et dans les rénovations profondes, les normes actuelles réclament un U max de combien? De 2 pour les portes et portes de garage, de 1,5 pour les fenêtres et châssis, châssis et vitrage standard. Si on a un vitrage seul, on est à 1,1. Pour rappel, plus on diminue ce nombre, meilleure est l'isolation. Dans le cadre d'un mur rideau, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, on aura une valeur de l'ordre de 2. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est un mur rideau? Ce sont ces fameuses façades qui sont couvertes par du verre et qui ne sont pas portantes. Elles n'interviennent pas dans la structure portante du bâtiment. Elles sont indépendantes. Ok? Ça, c'est un mur rideau. Et là, la valeur pour le mur rideau est de l'ordre de 2. Pour les parois transparentes, autres que pour du verre, elles doivent être également de l'ordre de 2 maximum. Vous ne pouvez pas monter au-dessus de ça si vous voulez être aux normes actuelles pour la PEB. Ici se termine la vidéo du jour concernant les parois et l'isolation de parois. J'espère qu'elle aura été édifiante pour vous. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.